Aujourd'hui, le renouvelable, c'est 1% seulement. Il y a eu pas mal de travail, comme vous le savez, ces dernières années pour introduire le cadre légal, réglementaire et institutionnel pour le rôle du secteur privé dans cette vision des énergies renouvelables. L'objectif actuel, c'est 12% à 2020, mais bien sûr, il faut se situer aujourd'hui, on est à fin 2016, donc il faut voir la faisabilité technique et financière et en termes de gestion de projet d'atteindre vraiment les 12% à 2020. Ces 12% à 2020 incluraient un peu moins d'1 gigawatt, dans les 800 et quelques mégawatts, qui seraient partagés à peu près un tiers par la STEC et 2 tiers par le privé. Si on regarde son modèle de développement, a toujours cherché à réussir son intégration industrielle. Et donc dans le secteur pétrolier, gazier, électrique, de l'efficacité énergétique et tous les investissements qui se sont faits sur les 50-60 dernières années, il y a eu toujours un appui ou une insistance pour la composante contenu local. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, en partie grâce à ça, il y a aussi la politique d'éducation pour tous, beaucoup de facteurs qui font qu'aujourd'hui la Tunisie se targue de cette qualité de ressources humaines et de cadres qui sont d'un niveau international et qui réussissent partout. Donc, quand il s'agira maintenant des énergies renouvelables, il va falloir réfléchir sérieusement quel contenu local on peut raisonnablement espérer. Pour un pays de notre taille, avec la demande dont on parle en termes ou la visibilité en termes de marché, ça reste relativement petit. Je donne l'exemple, la Chine, pour convaincre les manufacturiers allemands, espagnols et autres de transférer leur technologie, d'ouvrir la boîte noire en termes d'éolien, de solaire, ils leur ont donné des marchés de très très grande taille sur plusieurs années. La même chose lorsque j'ai travaillé avec le Maroc pour leur programme 800 MW éolien avec backup solaire, backup en eau et puis leur programme solaire. L'intégration industrielle, c'était une des raisons pour lesquelles on a intégré plusieurs centrales éoliennes ensemble pour dire c'est 800 MW sur plusieurs années, donc les manufacturiers pourraient envisager de la fabrication locale d'un certain nombre de composantes. Donc plus on donnera la visibilité sur les dates des différentes centrales éoliennes et solaires sur les 10 prochaines années, et plus on aura la chance de pouvoir attirer des industriels pour investir et faire certaines des composantes ici. Maintenant, le côté positif, c'est que la Tunisie a déjà un tissu industriel qui est relativement développé, et donc il y aura dans certains cas des composants qui sont déjà présents, certains services qui sont déjà présents. Il faut juste changer un peu le contenu à délivrer. Et il sera important que les financiers qui vont nous accompagner, tels que la Banque mondiale que je vois ici et d'autres, montrent de la flexibilité pour respecter le besoin de contenu local par la Tunisie. Et je pense que ce sont des partenaires traditionnels qui sauront respecter ça. Je pense qu'il faut aussi gérer les attentes en termes de création d'emplois pour les centrales privées d'énergie renouvelable. Ce ne sont pas, une fois que la construction est terminée, la phase de construction requiert de la main-d'œuvre, mais la phase opération requiert peu de main-d'œuvre pour une centrale solaire ou éolienne. Et là, il faut gérer vraiment la communication là-dessus, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours de très très fortes attentes en termes d'emploi pour chaque projet. Et ça a conduit à un alourdissement des frais de gestion des différentes sociétés publiques. Maintenant que c'est du privé, on ne peut pas vraiment leur demander d'être inefficaces pour programmer quels sont les besoins en termes d'éolien, de solaire,
chaque année à peu près combien ça va se faire, quelle est la quantité. Mais actuellement, il faut peut-être regarder comment on peut ajuster ça, puisque nous sommes déjà à fin 2016, certaines de ces prévisions sont obsolètes, et regarder par rapport à l'évolution des coûts des technologies s'il ne faut pas réaménager ça. Je pense après, quand il y aura la phase où l'audience va participer, nous avons ici des gens qui pourront vous donner des détails 1000 fois plus précis. Par exemple, il y a un nombre important de développeurs privés qui travaillent depuis plusieurs années à développer des concepts de projets solaires et éoliens. Nous pourrons entendre de M. Monsaf Harabi de Steg Énergie Renouvelable. Il y a des dizaines de projets en cours de développement et les gens ont dépensé de l'argent pour développer ces projets. Donc le jour où les appels d'offres vont sortir, où les autorisations aussi vont être ouvertes, nous espérons que ces gens-là auront avancé assez dans la faisabilité. Vous savez que pour un projet éolien, par exemple, plus de temps on mesure, on met les mâts pour mesurer, mieux c'est, parce que ça augmente la bancabilité et la certitude en termes de la stabilité et la bancabilité de la ressource en vent. Et pour le solaire, encore, il faut des études de faisabilité un peu différentes. Donc, pour revenir à la faisabilité d'avoir des échéances certaines, nous avons déjà une sorte de pépinière de projets en cours de développement et maintenant il faut échelonner notre demande. De la même manière, la STEC, qui était très sceptique sur le renouvelable, et Madame Allel a expliqué certaines de ses raisons, aujourd'hui ils sont convaincus, puisque nous avons ici le PDG de la STEC, M. Amr Bchir, est bien sûr très content d'entendre que le solaire PV et des centrales qui sortent à 2,5 ou 3 centimes de dollars. C'est assez révolutionnaire. J'étais à Alger il y a quelques jours, le ministre de l'énergie des Émirats Arabes Unis était très content d'avoir une grande centrale qui sortait à 2,5 cents, mais à très grande échelle, comme je l'avais mentionné, Monsieur Piel, parce que quand c'est à petite échelle, ça va plus sortir à 7 cents ou quelque chose comme ça.